Je tiens pour commencer à remercier très, très chaleureusement les organisateurs de ce colloque et notamment M. Olivier Chaumonneau, qui m'a fait l'honneur et le plaisir de me confier l'introduction et la présidence de cette journée. C'est un très, très grand bonheur d'y participer, malgré ma voix qui est un peu faible aujourd'hui. C'est un très grand bonheur d'y participer, notamment en présence d'anciens étudiants de Paris 12, Paris Est, et sur un thème aussi passionnant que celui de la fin de vie. La fin de vie est, on le pressent d'emblée, un sujet qui est d'une très grande richesse. C'est un sujet riche d'abord par son actualité. Si, en effet, la question de la fin de vie était déjà connue sous l'Antiquité par le biais de l'euthanasie, étymologiquement la bonne mort, les questions juridiques et éthiques autour de celle-ci imprègnent aujourd'hui profondément la société. En témoignent les travaux menés par la commission Sicard, le projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement, et l'affaire Vincent Lambert qui a porté sur le devant de la scène les questions juridiques, médicales et éthiques relatives à la loi Leonetti. La création en 2010, dans le sillage de cette loi, de l'Observatoire national de la fin de vie montre toute l'importance accordée à la prise en charge et aux droits du patient en fin de vie. La fin de vie est ensuite un sujet riche par sa complexité. Elle est complexe parce qu'elle touche à l'intime, à la culture, à la confession. Elle ne peut être étudiée, bien sûr, avec détachement. Beaucoup d'entre nous y ont été déjà confrontés et tous nous le serons un jour. Sur un plan technique, la fin de vie soulève des enjeux complexes parce qu'elle touche à une multiplicité de champs de compétences. Médicaux et juridiques, bien sûr, mais aussi sociologiques et philosophiques. Pour le juriste, la fin de vie soulève un foisonnement d'interrogations. La première transcende toutes les disciplines. C'est bien sûr la question de sa définition elle-même. À partir de quand entre-t-on dans la fin de vie? Existe-t-il des symptômes de celle-ci? Quelle est la distinction de la fin de vie et de la mort? Arrêt du foie, du cœur, du fonctionnement cérébral ou une multiplicité de critères? Et quid de la personne artificiellement maintenue entre la vie et la mort? Au-delà de ces interrogations cruciales et de leurs enjeux éthiques, la fin de vie soulève une triple problématique. Les débats de cette journée ne manqueront pas d'en souligner toute l'acuité en présence d'un majeur protégé. Il s'agit d'accompagner, d'anticiper et de respecter. Accompagner, tout d'abord. C'est poser, lorsque la personne est entourée par sa famille ou ses proches, la question des aidants et de leur statut. Pour le MJPM, l'accompagnement du majeur protégé en fin de vie s'inscrit au cœur de sa mission de protection de la personne, et cela quand bien même il a des implications patrimoniales. Car à la vulnérabilité découlant de l'altération préexistante des facultés vient s'ajouter la plus grande des vulnérabilités, celle liée à la fragilité inhérente à la fin de vie. Le respect de la volonté et de l'autonomie de la personne prend ici un relief tout particulier. L'on pense bien sûr au premier chef à son souhait de rester dans son logement et de mourir chez elle. Au-delà des aménagements matériels qu'implique la mise en place des aides et de l'hospitalisation à domicile, la volonté de la personne vulnérable peut se heurter à divers obstacles. Qu'il s'agisse des contraintes
liées à son environnement sanitaire, à la nécessité de soins palliatifs, à ses ressources, à l'opposition ou à la disponibilité de son entourage. Comment, dans ces conditions, respecter l'autonomie de la personne protégée? Si le droit consacre le choix de son lieu de vie par le majeur, aucune disposition ne traite du choix du lieu de la fin de vie et de la mort. Ce silence contraste de manière saisissante avec la volonté exprimée par la majorité des personnes de mourir chez soi. Se pose en creux la question de savoir si l'on peut être en fin de vie autonome et ce que recouvre dans cette période de la vie le concept d'autonomie. Accompagner la personne, c'est aussi poser la question de son consentement aux soins et de sa volonté d'y mettre un terme. Or, sur ce point, l'interprétation des dispositions actuelles du Code de la santé publique et leur articulation avec le Code civil font figure de défi. S'il est vrai que la loi ouvre à la personne hors d'état de manifester sa volonté l'accès à la limitation ou à l'arrêt des traitements, alors même que cette décision mettrait sa vie en danger, il n'est pas certain qu'il faille assimiler en toute hypothèse le majeur protégé à une personne hors d'état de manifester sa volonté. Cette difficulté d'interprétation rend la position du MJPM pour le moins délicate. Car si les textes prévoient, parmi les personnes consultées par le médecin, le tuteur, ils laissent intacte la question de savoir si la personne protégée peut réclamer un arrêt des soins lorsqu'elle est consciente. C'est dire toute la nécessité d'anticiper ici le mécanisme de la prise de décision. Anticiper, c'est le deuxième volet du triptyque de la fin de vie. L'anticipation est en effet cruciale si l'on veut éviter que la personne entre dans la fin de vie dans l'urgence sans préparation. Anticiper la fin de vie, c'est plus généralement anticiper la vulnérabilité, la survenance de l'altération des facultés. Or, si le mandat de protection future confère un instrument d'anticipation de la gestion patrimoniale, il reste assez pauvre sur le terrain de l'anticipation de la protection de la personne. Le mandataire de protection future peut certes se voir confier les missions de la personne de confiance. Pour autant, non seulement son rôle est purement consultatif, mais encore la révocation du mandat emportera celle de la personne de confiance, et cela alors même que la cessation du mandat tiendrait à des causes qui lui sont étrangères. S'il est possible d'anticiper la fin de vie, pareille anticipation est-elle encore possible lorsqu'elle se profile? L'anticipation n'est-elle pas incompatible avec toute espèce de vulnérabilité avérée? Sur ce point, la mise en perspective du mandat de protection future, des directives anticipées et de la désignation de la personne de confiance fournit des pistes de réflexion intéressantes. Le premier, comme les secondes, demeure, il est vrai à des degrés divers, accessible aux majeurs protégés. Se pose dès lors la question du rôle du MJPM. Si la loi prévoit que ce dernier peut assister la personne en curatelle pour la conclusion d'un mandat de protection future, rien n'est prévu s'agissant des directives anticipées ni sous la curatelle de la désignation de la personne de confiance. Doit-on en déduire qu'il s'agit d'actes éminemment personnels? Cette qualification ne se heurte-t-elle pas, sur le terrain de la personne de confiance, au pouvoir du juge des tutelles d'en confirmer la désignation ou de la révoquer? Si l'anticipation relative au traitement est bien sûr cruciale, elle ne doit pas masquer d'autres aspects non négligeables. Qu'il s'agisse d'anticiper le déroulement des funérailles, le mode de sépulture et bien sûr le financement des obsèques.
Plusieurs tables rondes y seront consacrées. Quant à la succession du majeur protégé, qui fera elle aussi l'objet de débats, le droit de la protection juridique des majeurs ouvre désormais largement les portes aux outils d'anticipation successorale. Plus aucune discrimination n'est établie entre le testament, la donation et l'assurance vie. Reste à savoir si les dispositions qui les gouvernent sont de nature à garantir le respect des dernières volontés de la personne. Respecter, c'est le troisième volet du triptyque de la fin de vie. Cet impératif irrigue bien sûr au premier chef l'accompagnement de la personne et la préservation de son autonomie. Respecter, c'est aussi respecter les dernières volontés et la mémoire du majeur protégé. S'agissant des dernières volontés, lorsqu'elles sont exprimées dans une libéralité ou une assurance vie, il s'agira de s'assurer de la réalité et de l'intégrité de l'intention libérale. Les recours ouverts aux héritiers après le décès de la personne protégée peuvent alors conduire à fragiliser ces dernières volontés. Respecter les dernières volontés de la personne, c'est aussi respecter ses souhaits quant au déroulement de ses funérailles et préserver l'intégrité de son patrimoine. Si sur ce terrain, la loi accorde aux héritiers divers recours après l'extinction de la mesure de protection, encore qu'il ne ferait pas négliger la prescription, elle est très insuffisante en ce qui concerne la définition des pouvoirs et des domaines d'intervention du mandataire au décès. Respecter la personne, c'est aussi respecter sa mémoire. C'est lui assurer une sépulture digne, c'est également respecter la mémoire du défunt en assurant la conservation et la transmission à ses héritiers de ses objets et de ses souvenirs personnels, ce que le droit appelle les souvenirs de famille. Voilà autant de sujets qui pourront être abordés avec beaucoup d'autres tout au long de cette journée. Je vous remercie.